L'école rend-elle pauvre? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'élucider, tenter d'analyser dans cette nouvelle vidéo de fausses croyances. Fausses croyances véhiculées par la sphère internet, par le monde du coaching, notamment celui du coaching en investissement et plus précisément en investissement immobilier, et également par une certaine partie de la jeunesse actuelle. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière, même si on va parler d'investissement et d'investissement immobilier. Cette vidéo vise surtout à, à s'interroger sur une certaine évolution des mentalités et du discours concernant les études et l'école. Vous le savez, j'observe régulièrement les groupes d'échange liés à l'investissement et plus particulièrement l'investissement immobilier. J'observe également les réseaux sociaux et je constate depuis quelque temps déjà qu'il y a un discours plutôt uniforme de la part des coachs immobiliers et des pros Kiyosaki concernant l'école, les études, etc. Une sorte de monodiscours, de discours ambiant qui indique que l'école est destinée à nous rendre pauvres et à faire de nous des esclaves consommateurs. Alors derrière ce discours, on trouve Robert Kiyosaki, qui est donc l'écrivain du livre Père riche, Père pauvre. C'est un best-seller qui a été vendu à des millions d'exemplaires dans le monde et qui indique très clairement les éléments que je viens de vous dire précédemment. Il y a bien évidemment les fans de Robert Kiyosaki, les adeptes du kiyosakisme, parce que c'est un mouvement qui est en train de se développer, à savoir donc les coachs, et plus précisément les coachs immobiliers, et on va le voir parce qu'il y a quand même des choses très étonnantes. Et tout ça, bien effectivement, crée une tendance actuelle. En tout cas, c'est ce qu'on ressent en échangeant avec une jeunesse ou en découvrant leurs échanges sur le net, une tendance au rejet donc, de l'école et des études. Et on pourrait même aller plus loin en parlant d'un rejet également du salariat. Donc évidemment, la première chose, c'est que si ces gens-là ont de l'influence, c'est que de l'autre côté, il y a des gens influençables. Il faut des influencés pour qu'il y ait des influenceurs. Et là, effectivement, on est au-delà du coaching immobilier, on est vraiment dans l'influence. Donc là, pour illustrer le fait que les coachs, les influenceurs prônent ce discours, eh bien, je vous ai mis deux captures d'écran de publicité de deux coachs immobiliers. Alors, il y en a un qui est très connu, qui est un des leaders de la vente de formation, l'autre un petit peu moins, et on peut voir que ce sont des clones puisqu'ils ont exactement le même slogan marketing. Slogan qui est le suivant et exactement le même pour les deux. J'ai plus appris avec toi en 1 heure qu'en 2 ans d'études supérieures. C'était un mec qui nous vendait de l'intelligence, il n'avait pas un échantillon sur lui. Donc là, le message, il est clairement de dire à son prospect, tu apprendras plus de choses en 1 heure de formation gratuite digitale avec moi, plutôt qu'en 2 ans d'études supérieures. Qui êtes-vous? Qui demandez-vous? Quelle formation avez-vous? Donc là, moi personnellement, je m'interroge. Les avocats fiscalistes avec lesquels ils travaillent probablement pour faire valider leur formation, en tout cas je leur souhaite, vu le prix de leur formation, du coup, ce sont eux qui ont formé ces avocats, je suppose, puisqu'ils apprennent plus avec eux en 1 heure qu'en 2 ans d'études supérieures. Qui êtes-vous? Donc là, très clairement, ça participe au dénigrement de l'école, mais surtout, et là c'est sensationnel, des études supérieures. Et je rappelle également que la publicité comparative en France, elle est quand même encadrée, même si on ne compare pas deux produits, c'est quand même border. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Une autre publicité, celle d'un autre formateur, qui indique lui, en fait, qu'avec sa conférence gratuite d'1 heure, on va apprendre à optimiser sa fiscalité et on va pouvoir se passer d'un avocat fiscaliste. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je peux vous dire que vous êtes loin du compte. Donc là, encore une fois, je trouve ça très maladroit. On va me dire, oh, c'est du marketing. C'est très maladroit. Je trouve que c'est très imprudent par rapport aux professionnels certifiés dont font partie les avocats fiscalistes. On ne peut pas comparer 1 heure de formation digitale gratuite avec le travail, l'expertise d'un avocat fiscaliste. Mais bon, que voulez-vous? Je pense que le fait de gagner des millions d'euros en vendant des formations miracles, peut-être que ça fait perdre un petit peu le sens du contrôle, de l'équilibre et de la raison. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11. Et ça, c'est beau.
On continue avec une autre publicité, alors elle qui n'est pas sur le thème précis de l'école et des études, mais sur le thème du salariat. Et donc cette publicité, elle dit quoi? Elle dit une autre personne que toi décide du montant de ton salaire, et toi tu trouves ça normal. Donc là on vient culpabiliser le salarié qui touche un salaire, effectivement avec un contrat de travail, donc salaire qui est capé, et ça évidemment c'est insupportable pour certains. Mais apparemment, là, on est dans le haut niveau, hein, on est dans le gratin du coaching, puisqu'on m'a transmis une vidéo de cette formatrice où, effectivement, elle indique les secrets, hein, je dis bien les secrets, pour obtenir un crédit immobilier, aujourd'hui avec les contraintes, le HCSF, le taux d'usure. Et c'est vrai que moi, je ne m'y attendais pas, ça m'a mis, excusez-moi l'expression, sur le cul. Hein. Là, c'est le secret, il faut aller voir plusieurs banques. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, souvent les gens qui vont, entre guillemets, critiquer, dénigrer les études, l'école ou le salariat, sont souvent des gens qui ont à vous vendre quelque chose, une alternative en tout cas à quelque chose qu'ils vont critiquer. Maintenant, si on s'intéresse précisément au contenu du discours de Robert Kiyosaki et de ses adeptes, eh bien, en fait, on nous dit quoi? On nous dit que l'école, c'est un complot. Un complot destiné à nous rendre consommateurs. Alors moi je m'interroge, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas davantage destinés que l'école à nous rendre de consommateurs? De même, dans ce discours, eh bien, on nous explique que l'école est censée nous rendre esclaves. Je m'interroge également, est-ce qu'on n'a pas, par hasard, hein, plusieurs opportunités lorsqu'on a un parcours scolaire? Est-ce qu'on est réellement privé de liberté? Je parle bien de liberté parce que lorsqu'on utilise des mots aussi forts qu'un mot comme esclave, est-ce que réellement on perd notre liberté en allant à l'école? C'est une question. Hein. Encore une fois, cette vidéo, je sais qu'elle va pas forcément plaire à une partie de mon audience qui peut apprécier du reste ce que je produis. Et justement, je trouve qu'elle est très importante puisqu'elle va permettre vraiment de débattre et d'échanger. Et enfin, donc, dans ce discours, on nous explique que l'école ne forme que des salariés. Alors, ce n'est pas spécialement faux dans le sens où majoritairement, et c'est comme ça, hein, c'est la société qui est faite ainsi, il y a plus de salariés que de patrons. Ça, c'est comme ça, on pourra difficilement changer cette donne. Mais ça encore, on va le creuser un petit peu dans quelques minutes. Mais la question, c'est est-ce qu'on n'a pas la liberté, lorsqu'on est à l'école ou dans des études, de choisir une filière qui pourrait nous amener à être patron ou indépendant ou entrepreneur? Donc ça, on va y revenir rapidement, mais avant ça, il faut qu'on parle tout de suite des limites du modèle qui est anti-école et qui est prôné donc par ces personnes que j'ai citées, à savoir coach immobilier et Kiyosaki. En gros, le gros reproche qu'ils font à l'école, et c'est d'ailleurs probablement pas faux, mais on verra ensuite pourquoi et quelle est la vocation réelle de l'école. En gros, donc, leur reproche, c'est de dire qu'il n'y a pas d'éducation financière à l'école. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à faire de l'argent, on nous apprend à travailler pour de l'argent et non pas à faire travailler l'argent pour soi. Et ça, effectivement, ça peut s'entendre. Il parle d'éducation financière. Donc très bien, admettons qu'à l'école, on enseigne l'éducation financière et qu'on souhaite faire de chaque élève un investisseur, un entrepreneur. Donc évidemment, je suppose que le salariat serait très mal vendu dans ces cours d'éducation financière, évidemment. Alors ma question, et je m'interroge, hein, mais ça démontre toutes les limites de ce modèle anti-école. Si chacun est formé à l'argent, qui acceptera donc d'être salarié? Peut-être pas grand monde. Donc, qui sera votre banquier, hein, quand vous serez investisseur, entrepreneur, etc. Qui sera votre expert comptable? Qui sera votre notaire, votre géomètre, votre ingénieur béton, votre avocat? Qui sera le policier qui assurera votre sécurité, le pompier qui éteindra vos feux, le jardinier qui coupera vos haies? Enfin, on pourrait continuer comme ça, hein, les aides-soignants, qui va garder vos gosses, etc. Donc je le répète, qui seront les salariés qui vont embaucher si on a tous accès à des cours d'éducation financière où on va dénigrer le salariat et on va parler que d'entrepreneuriat et d'investissement?
Et il m'arrive d'échanger avec soit des coachs ou soit des adeptes entre guillemets de Kiyosaki et n'ont pas de réponse à m'apporter. Mais c'est un système, c'est un modèle qui est limité par lui-même. Si on parle d'investissement immobilier, les formateurs ont en tout cas l'ambition de former le maximum de personnes. Très bien, moi je suis passionné de l'immobilier, bon je n'ai pas été formé par un coach immobilier, mais c'est pas moi qui vais dire du mal de l'investissement immobilier, sinon j'aurais pas passé plus de 100 heures à produire, je dois être à 27 ou 28 heures de formation gratuite sur la chaîne. Évidemment, je ne vous dirai jamais de ne pas investir, mais c'est pareil, c'est un modèle qui est limité. Si tout le monde est formé à l'investissement immobilier, si tout le monde est propriétaire, qui seront vos locataires? Ce que je veux dire, c'est que de la même façon qu'un patron ou qu'un entrepreneur a besoin de salariés, un investisseur a besoin de locataires. Je vais même aller plus loin, tous les coachs là, à rendement à 25% en zone sinistrée, eux, ils ont besoin de locataires et même de pauvres. Ils critiquent à chaque fois le salariat, ils critiquent le modèle de l'école et des études, mais ils ont, eux, besoin de ces pauvres dans les zones sinistrées. C'est les premiers à faire des captures d'écran de leurs revenus qui sont payés par la CAF dans ces zones-là. Donc, il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut être cohérent. On ne peut pas se revendiquer investisseur à succès, à cash flow, avec des cash flows monstrueux dans des zones sinistrées, à faire des rénovations parfois vraiment border et loger des personnes dans des, dans des situations particulières et en même temps critiquer l'école, le salarié, etc. Puisqu'encore une fois, ces gens-là ont besoin de ces personnes qui n'ont pas assez de revenus, ou en tout cas de stabilité dans leurs revenus pour pouvoir être propriétaires. Et donc ils profitent eux-mêmes de cette pauvreté peut-être organisée, on ne sait pas, mais pour eux-mêmes s'enrichir. Donc s'il vous plaît, messieurs, dames, les coachs, les investisseurs, enfin certains investisseurs qui investissent d'une façon que moi je ne partage pas en tout cas, détendez-vous et soyez cohérents. Je souhaite que chacun se reprenne. Et enfin, autre limite donc, du modèle anti-école, anti-système, comment investir sans emploi? Pour rappel, étudier, se certifier, se qualifier, va vous permettre d'obtenir un emploi qui va générer des revenus qui seront indispensables pour obtenir un crédit et investir. Eh oui, donc si tu ne sais pas, réfléchis. Donc, même si l'école doit se réinventer, doit se réformer, n'est pas parfaite, a beaucoup de défauts, on voit quand même les limites du modèle anti-école. Et même si on peut effectivement admettre qu'elle peut fabriquer des futurs salariés, il faut aussi reconnaître qu'il y a des métiers dont une société a besoin. Et surtout, on voudrait prêter à l'école un rôle qu'elle n'a en fait pas. La vraie vocation de l'école, le vrai rôle de l'école, c'est avant tout un rôle d'éducation et de socialisation. Elle a également, l'école, un rôle d'intégration, c'est-à-dire que c'est un rempart à l'anomie. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'on peut suivre des formations digitales de chez soi. Effectivement, on peut aujourd'hui, tout le contenu, on peut l'avoir de chez soi. Mais en termes d'intégration sociale, ça va quand même pas être la même chose, quoi. Et n'oublions pas également que l'école, malgré tout ce qu'on peut penser, est là pour nous transmettre des connaissances. C'est-à-dire que pour apprendre à lire, à écrire, à parler, à compter, pour avoir des notions de culture générale, c'est à l'école qu'on l'apprend. Ceux qui souffrent, on va dire, de problèmes d'écriture ou de langage, ça peut les pénaliser ensuite dans leur rôle, dans leur vie d'entrepreneur, dans votre rapport au notaire, dans votre rapport avec votre avocat. Si vous n'avez pas été à l'école, ça peut être problématique. Rappelons également qu'il existe différentes filières dans les études. L'école et les études, aujourd'hui, le sujet, je rassemble ces deux thèmes. Il existe différentes filières. Si on vulgarise rapidement, il existe en gros 3 types de filières. Les filières générales, les filières professionnelles. J'en ai pas parlé, mais évidemment, celui qui souhaite devenir artisan ou plombier, carreleur, apprendre un métier à 16 ans et opter pour une filière professionnelle, très bien. Cette personne va étudier, se former, se certifier
et va pouvoir ensuite travailler, gagner de l'argent, et pourquoi pas ensuite créer sa société. Il y a une chose qui est vraie, c'est que ces filières-là, souvent, sont moins valorisées que les filières générales. Ça, c'est en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, c'était le cas. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et il existe également des filières spécifiques pour celui qui souhaite être ingénieur, celui qui souhaite être architecte, qui souhaite être pilote, qui souhaite être artiste. Enfin, il y a énormément après de filières spécialisées. On pourrait parler également des écoles de commerce, et je vais en parler un petit peu plus tard avec le parcours d'une personne dont je vais parler. Mais voilà, concrètement, il y a des filières qui vont vous permettre de vous rapprocher de ce que vous voulez faire. Évidemment, parfois, c'est pas passionnant les études, mais si par exemple vous voulez, quand vous êtes jeune, faire de l'immobilier, eh bien, faites une filière, je ne sais pas moi, dans le génie civil, dans l'architecture, dans la fiscalité, dans le droit immobilier. Vous verrez que ça vous sera très utile ensuite dans votre parcours d'investisseur. Et concrètement, chaque filière que je viens de citer peut faire de vous un entrepreneur. Et quand vous allez sortir de ces études, de ces filières, vous allez pouvoir opter soit pour le salariat, soit le patronat, ou soit directement de l'entrepreneuriat. Alors le salariat, bien qu'il soit très mal perçu par tout ce monde-là, il peut être épanouissant, désolé de le dire, il peut être également enrichissant. Il faut parfois mieux être un salarié avec de très bonnes conditions qu'un patron, un petit patron, ou qu'un entrepreneur avec de faibles résultats. Et pour rappel, le salariat, il va sécuriser votre situation, et ça plaît aux banques, et ça va vous permettre d'emprunter et de pouvoir investir. Le défaut majeur qu'on pourrait faire au salariat, c'est effectivement d'avoir des revenus qui sont limités, même si on peut avoir une variation dans sa rémunération avec les résultats de l'entreprise qui pourraient faire varier notre rémunération, ou un intéressement à la performance. Mais généralement, c'est vrai qu'on a un salaire qui est capé, qui est limité. Donc on a évoqué le salariat, il y a également le patronat, donc il y a les petits, les moyens, les grands patrons qui vont avoir des revenus qui normalement sont supérieurs à ceux d'un salarié de leur entreprise, normalement. Et donc il faut savoir que naturellement, le patron, il dirige une entreprise dont il n'est pas toujours forcément un actionnaire majoritaire. Et donc à ce titre, il perçoit des revenus plus élevés. Et ensuite, il y a donc l'entrepreneuriat qui se rapproche un petit peu du patronat, enfin sur certains points. L'entrepreneur, c'est celui qui dirige donc une entreprise. Généralement, c'est lui qui l'a créée, et c'est une entreprise dans laquelle il a investi lui-même ses propres fonds, où il a eu recours à un emprunt. Et donc, effectivement, c'est une personne qui va effectivement pouvoir générer des revenus qui ne seront pas forcément limités, comme un salaire, mais qui seront, on va dire, corrélés à la performance de son entreprise. Et donc effectivement, l'entrepreneuriat renvoie assez justement, je dois le dire, à une notion de liberté concernant les revenus, et de liberté par rapport au fait qu'on ne travaille pas pour un patron et qu'on travaille pour soi. Mais attention, il y a également, des éléments à prendre en compte, c'est que certes, on ne travaille pas pour un patron, mais on travaille pour ses clients. Et en réalité, quel que soit son statut, salarié, patron ou entrepreneur, on travaille. Il faut vraiment prendre ça en compte, parce qu'il y a un petit effet de mode sur les réseaux. Il y a beaucoup de profils entrepreneurs avec des mecs qui vont travailler d'un ordinateur d'une plage. Non, quand on est entrepreneur, en réalité, on travaille. D'ailleurs, un petit rappel sur la notion de rentier, c'est un mot également à la mode. J'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien, sur les rentiers de cash flow, également une fausse croyance, en indiquant avec une dizaine de points la raison pour laquelle il ne fallait pas quitter son emploi pour 1500 € ou 2000 € de cash flow. Le cash flow étant un flux de trésorerie, étant bien différent d'une rente. On est rentier quand on touche une rente, en tout cas selon moi. Et j'indiquais également que lorsqu'on avait des revenus locatifs importants du cash flow, il fallait continuer à travailler, sinon on allait retourner dans cette fameuse rat race. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder parce que je trouve qu'elle est très utile pour ceux qui s'imaginent quitter leur emploi avec de location courte durée ou de colocation. Donc on peut également se demander quel serait notre parcours sans école et sans études.
La plupart des coachs critiquent l'école et qu'est-ce qu'ils proposent eux? De se former digitalement sur l'argent, sur l'investissement avec leur formation. Mais là, il y a des questions qui vont intervenir. Comment on finance leur formation? Parce que pour rappel, il y a énormément de filières d'études qui sont, même de grandes écoles, qui sont gratuites. Qui financent donc leur formation miracle? Et puis, comment on développe son rapport aux autres si on reste chez soi et qu'on se forme donc avec leur formation? Comment on s'insère dans la société? Comment on se sociabilise? J'ai des questions à leur poser. Sans école, donc sans études, sans apprentissage, même pour les filières professionnelles, comment on travaille? Comment on travaille et comment on investit si on n'a pas de revenus? Il faut savoir une chose, c'est que la majorité des clients de ces coachs immobiliers, ce sont des gens qui ont fait des études et qui travaillent, ce qui leur permet de payer la formation. Donc encore une fois, soyez cohérents, on ne peut pas critiquer l'école alors que vos clients, ce sont des gens qui y sont allés. Il y a un autre élément que je trouve très important à l'école, et d'ailleurs pendant un moment, c'était sujet à débat, c'est la notation. La notion de compétition, c'est vrai que parfois elle est mal perçue par les élèves qui sont en difficulté, et effectivement l'école ne doit pas, rabaisser les moins performants. Et c'est vrai que la notation peut avoir ça comme conséquence. Mais il faut bien se dire que de toute façon, la société, comme elle est aujourd'hui, de toute façon, c'est une compétition. Quand vous sortez des études pour avoir un travail, c'est une compétition. Quand vous êtes investisseur immobilier et que vous êtes 30 sur un bien, c'est une compétition. Il va falloir avoir le meilleur dossier, avoir le meilleur réseau pour obtenir les meilleures affaires. Donc c'est peut-être difficile, je le conçois, mais l'école, les études, ça prépare également l'enfant, l'ado ou le jeune homme à se confronter à une société qui est de plus en plus exigeante et de plus en plus difficile. Et c'est une grande compétition. Il faut être honnête, il faut être transparent, c'est de plus en plus dur. Donc c'est quand même mieux d'y arriver en étant préparé. Et donc mes amis coachs qui critiquent l'école, les études, etc., pour vendre leur formation, comment ils préparent leurs membres à la compétition? Ils vont leur dire qu'ils ont accès à quelque chose de supérieur et que donc ils sont meilleurs que les autres. Probablement. Mais ça me paraît un petit peu léger. Alors pour illustrer mon discours et ma position par rapport à l'école et aux études, je vais vous parler de 2 parcours. Le premier, je peux donner son nom, on échange de temps en temps. Il fait d'ailleurs du coaching immobilier, il s'appelle Jérémy Pajot et il a écrit un livre, L'investisseur moderne, que je suis en train de lire, que je n'ai pas terminé. Mais la première partie, je dois dire, m'a plu, puisque justement, il indique, en expliquant son parcours, comment il a repris ses études, puisqu'il avait effectué beaucoup de sacrifices pour parvenir à être sportif de haut niveau. Finalement, il n'était pas parvenu à faire carrière, et donc il a fallu qu'il reprenne ses études. Et quand on lit son parcours, on se rend compte qu'il a fait beaucoup de sacrifices. Il a fait, des cours du soir, il a travaillé la nuit pour réviser et il a passé son bac en candidat libre. Ensuite, il a intégré une faculté, il a fait ensuite des concours pour des grandes écoles. Enfin voilà, il a fait beaucoup de sacrifices pour obtenir un diplôme, obtenir un emploi bien rémunéré et ensuite investir et obtenir ce qui était son objectif grâce à ses investissements immobiliers, ce qu'il appelle la liberté financière. Alors bien évidemment, il continue de travailler aujourd'hui, mais c'est vrai que ses résultats sont très bons. Et surtout, on réalise en lisant son parcours que sans les études, il ne serait pas parvenu aux résultats actuels. Autre parcours, alors c'est celui d'Audrey. Audrey, pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est la personne avec qui j'ai coécrit le livre formation sur l'activité de marchand de biens, et avec laquelle j'ai réalisé plus de 4 heures de formation gratuite, toujours sur l'activité de marchand de biens, sur cette chaîne. Donc son parcours à Audrey est également très intéressant, puisque Audrey elle a effectué une école de commerce dans le sud de la France, qu'elle a financée avec un prêt étudiant. Ensuite, suite à cette école, elle a travaillé en Suisse pendant 4 ou 5 ans à Genève, donc dans le secteur de la finance. Elle a pu donc générer des revenus, elle a pu se constituer une épargne pour pouvoir, lorsqu'elle est rentrée en France, investir dans l'immobilier et notamment dans l'activité de marchand de biens.
Elle a également pu, grâce à son niveau d'études, eh bien, obtenir la carte T et la carte G, donc carte professionnelle, pour exercer la fonction d'agent immobilier. Et donc aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est multi-entrepreneuse puisqu'elle a plusieurs entreprises, donc une société de marchand de biens notamment, et également elle est associée dans une agence immobilière. Tout ça pour vous dire que c'est justement grâce à son cursus scolaire et à ses études qu'elle a pu obtenir ces résultats. Donc ce n'est pas parce qu'on suit une école de commerce que forcément on va finir entrepreneur, mais en tout cas, elle, et c'est valable pour Jérémy, sans études, ils n'auraient pas la situation qu'ils connaissent aujourd'hui. Autrement dit, s'ils avaient tous les deux écouté et appliqué ce qu'indiquait Robert Kiyosaki, et s'ils avaient été influencés par des coachs immobiliers anti-école, parce qu'encore une fois, il y en a qui sont en accord avec mon discours, eh bien, je ne pense pas qu'ils connaîtraient la réussite qu'est la leur aujourd'hui. Selon moi, quel que soit le chemin qu'on emprunte, je crois en tout cas qu'il faut faire preuve d'ambition, d'exigence et prendre conscience qu'on reste malgré tout dans une société où on a encore, en tout cas, la liberté de choisir le chemin qu'on va emprunter. Et ce qui est surtout fondamental, au-delà de la filière qu'on choisit, c'est surtout de s'épanouir dans ce qu'on fait. Il y a des gens qui vont gagner beaucoup d'argent mais qui ne vont pas s'épanouir. Il y a des gens qui vont en gagner un peu moins mais qui vont s'épanouir. Ça, c'est vraiment fondamental parce que ça va avoir des répercussions sur votre vie privée. Et ça, il faut y penser également. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de l'argent. C'est vraiment l'indicateur de performance, de réussite de la vie. C'est très important. L'argent, il faut être honnête, c'est important. Mais ce qu'il est davantage, c'est vraiment de s'épanouir. Et en plus, si vous prenez plaisir à faire ce que vous faites, vous serez naturellement plus performant. Et ensuite, c'est mon point de vue, je considère qu'il faut investir. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve que c'est un bon moyen de valoriser les efforts qu'on a effectués dans son cursus scolaire ou dans son activité. Et investir va permettre justement de récolter on va dire, les fruits de notre travail. Et évidemment, selon la dimension de ces objectifs personnels, eh bien, on adaptera ces investissements. En conclusion, est-ce que l'école rend pauvre? Selon moi, vous l'avez compris, ce n'est pas mon avis. Pour moi, c'est une fausse croyance. Bien qu'elle soit perfectible et probablement à adapter, on va dire, au monde d'aujourd'hui, elle offre toutefois, c'est mon avis encore une fois, différents moyens d'atteindre vos objectifs. En sachant encore une fois que l'argent facile n'existe pas, sauf ceux qui vous vendent des recettes pour vous apprendre à gagner de l'argent facile. Autrement, généralement, ceux qui prétendent que l'école rend pauvre ont, je l'ai dit tout à l'heure, généralement quelque chose à vous vendre. Merci de me dire en commentaire votre avis, votre ressenti par rapport à ce sujet. Encore une fois, je trouve que le débat est très intéressant, au-delà des désaccords avec les coachs, ça c'est pas du tout important. Voilà, je serais très curieux de connaître votre retour par rapport à l'école, à cette vidéo. Je sais qu'il existe des parcours de milliardaires qui ne sont pas allés à l'école, qui ne sont partis de rien, etc. J'en suis conscient. On va également m'expliquer que Mark Zuckerberg a quitté l'école pour devenir entrepreneur. Pour rappel, il était quand même étudiant à Harvard. Mais voilà, je serais très curieux d'avoir votre retour par rapport à ce sujet. Et qu'est-ce que vous mettez en place pour vos enfants? Personnellement, je leur indique, et c'est vrai que parfois on peut se sentir démuni quand on doit leur expliquer qu'un influenceur il va gagner 50 ou 100 000 euros par mois pour faire des choses pas forcément valorisantes et qu'un médecin va gagner peut-être 8-10 000 euros par mois. C'est vrai que parfois on peut se sentir démuni. Mais personnellement, moi, je leur indique que l'argent facile n'existe pas, mais que le travail paye toujours. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir.